On a fait un gros travail sur l'agriculture qui a été publié il y a maintenant 1 an et demi à peu près, sur lequel on a expliqué comment est-ce qu'on pouvait rendre l'agriculture compatible avec un certain nombre de contraintes qui sont de baisser ses émissions de gaz à effet de serre, de nourrir la France et de ne pas porter plus atteinte à la biodiversité et plutôt moins. Voilà. Et ça, donc le rapport fait 200 pages, donc c'est compliqué de vous dire en très exactement 30 secondes et en 3 bullet points comment est-ce qu'on résume ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses dedans. Donc, par exemple, pour diminuer les engrais azotés, on propose d'associer les cultures entre légumineuses et céréales, puisque les légumineuses remettent de l'azote dans le sol. Enfin, déjà, n'ont pas besoin d'engrais et remettent de l'azote dans le sol. On propose d'augmenter les protéines végétales cultivées en France plutôt qu'importées. On propose de diminuer doucement le cheptel bovin. On propose de déspécialiser les régions agricoles. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un tiers des camions dans ce pays qui transportent quelque chose qui se mange, ou des animaux, ou des fourrages. Donc en fait, il y a une dépendance aval du système agricole au pétrole qui est massive. C'est évident. Dans l'ancien temps, il y avait de la polyculture élevage absolument partout, et donc vous aviez absolument partout à la fois des légumes, des céréales et de la viande. En moins grande quantité, incidemment, la viande qu'aujourd'hui. Les animaux fournissaient les amendements. Dit autrement, les vaches allaient faire caca dans les champs, pour être précis, et c'est ça qui permettait aux champs d'être fertilisés. Avant qu'on ait les engrais de synthèse, c'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, on a trop de cochons faisant trop de caca en Bretagne, et trop d'engrais de synthèse pour fertiliser trop de champs dans la Beauce. Voilà. Donc si on mettait quelques cochons à chier dans la Beauce, on résoudrait une partie de nos problèmes. Pas tout, mais une partie. Donc il faut déspécialiser les régions agricoles. Il y a un sujet d'adaptation au changement climatique qui fait que les zones favorables aux cultures vont remonter vers les pôles. Et donc il faut peut-être commencer à installer aujourd'hui des abricotiers à côté d'Angers et des pistachiers à côté de Bordeaux. Enfin voilà. Donc il y a tout un tas de trucs auxquels on a réfléchi. On n'a pas nécessairement réfléchi en termes de taille d'exploitation. Agriculture paysanne, ça va souvent dans l'esprit des gens avec des exploitations pas trop grosses. Le modèle traditionnel de la ferme familiale en France, sauf qu'aujourd'hui, les agriculteurs, il y en a la moitié qui ont plus de 50 ans, que vous avez plein d'exploitations aujourd'hui qui ne trouvent pas de repreneurs, et donc la conséquence directe, c'est l'agrandissement des exploitations. Donc en gros, c'est le voisin qui reprend. En général, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un certain nombre de néo-ruraux qui s'installent, mais ils s'installent dans certaines disciplines plus que dans d'autres. Par exemple, ils s'installent beaucoup dans le maraîchage, un peu dans l'élevage, rarement dans les grandes cultures. Enfin voilà, vous avez des dynamiques comme ça aussi de la population agricole. Et aujourd'hui, incidemment, le discours qui est tenu dans l'école primaire où vous avez été et le collège où vous avez été, c'est pas tellement agriculteur, c'est génial. C'est si t'es nul, tu feras un métier manuel, et si t'es bon, t'iras à la fac ou à l'école des ponts. Bon. Il y a un petit sujet aussi de régénération. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, des salariés agricoles en France, vous avez beaucoup d'immigrés. Parce que vous ne trouvez pas de gens nés en France qui ont envie de faire ce métier. C'est aussi bête que ça. Donc voilà, donc tout ça est une équation complexe. Donc on a fait un certain nombre de propositions. Il y a aussi un certain nombre de choses pour lesquelles on dit c'est pas une bonne idée de le faire. Par exemple, trop compter sur la biomasse énergétique, c'est une mauvaise idée. Donc ce qui sert à faire des biocarburants ou de la méthanisation. Pour les Allemands, par exemple, ils ont consacré 3% de la surface allemande, ce qui est énorme, hein, 1 million d'hectares, à faire du maïs pour mettre directement dans des méthaniseurs pour faire de l'électricité. Ça, c'est une conséquence de leur plan de sortie du nucléaire. Donc, ils voulaient absolument sortir du nucléaire, donc ils se sont dit c'est quand même mieux d'avoir 3% de la surface allemande avec des cultures intensives de maïs pour mettre dans des méthaniseurs. Bon, je pense que ça se discute. Nous, c'est des choses dont on pense que c'est pas des bonnes idées. Donc, on dit il faut éviter de faire ça. On pense également que c'est pas une bonne idée de faire des grandes quantités de biomasse pour faire du biogaz. En France, plus de la moitié du gaz sert au chauffage, et nous, le chauffage, on pense qu'il faut le remplacer par des pompes à chaleur, donc on n'a pas besoin de gaz tout court, ni bio, ni pas bio. Voilà, donc il y a tout un tas de mesures qui ont été proposées. Dans la décapitalisation du cheptel, enfin la diminution du cheptel bovin, on propose de conserver prioritairement les vaches qui sont à l'herbe.
par rapport à celles qui sont en stabulation et qui mangent de l'ensilage. Enfin voilà, donc mais il y a plein de trucs, donc il faut aller regarder d'un peu près. Le consentement à agir du monde agricole était bien évidemment au centre de nos préoccupations puisque nous avons mené cette consultation qui était une première au sein des travaux du Shift Project. On n'a jamais fait ça dans aucun autre secteur avant. Et on a obtenu, après quasiment 8000 réponses d'agriculteurs, ce qui est très significatif au regard des effectifs du secteur. Hein. Et on leur a bien évidemment posé la question, c'était contenu dans l'exposé qu'on a fait, de ce à quoi ils étaient prêts, ce à quoi ils n'étaient pas prêts, et on a pris le plus grand soin de poser des questions pour que personne ne se sente, j'ai envie de dire, sous pression pour répondre dans un sens, parce que la réponse allait bien faire. Donc on a vraiment posé les questions de telle sorte que, quelle que soit la réponse qu'ils fassent, ils se sentent pas mis en accusation ou pas mis sur la sellette ou etc. Et les grandes conclusions qu'on en retire, c'est qu'il y a un souhait d'action très très largement partagé dans le secteur et que la limite, c'est celle que vous avez soulignée, mais c'est celle qu'on a soulignée également dans notre exposé, c'est une limite économique. Alors je vais quand même rappeler un point essentiel à nos yeux. Quand vous passez la caisse d'un magasin, hein, d'un distributeur, etc., il y a 7% du ticket de caisse qui va à l'agriculture. 7%. Je vous rappelle que la dépense alimentaire des Français, c'est 15%, donc 7% de 15%, vous êtes capable de faire le calcul comme moi, ça veut dire que les agriculteurs gagnent 1 à 1,5% de ce que dépensent les ménages, c'est-à-dire quasiment rien. Et en fait, une fois qu'on a ce chiffre en tête, on comprend que dès lors qu'on est capable, et ça fera partie de nos travaux à venir, de ne pas avoir des augmentations de prix proportionnelles à l'aval de la chaîne quand on augmente les coûts de production dans les exploitations, en fait, on a des marges de manœuvre assez significatives pour augmenter les coûts de production dans les exploitations elles-mêmes sans ruiner les consommateurs. Ça, c'est pas quelque chose qui est insurmontable à nos yeux.